notoriété dans les salons maintenant. C'est pas beaucoup, mais avec un objectif qui n'est pas directement commercial, quoi. Parfait. On va du coup lancer aujourd'hui notre table ronde sur le sujet de la collaboration fournisseur comme levier de performance de la supply chain. Donc, merci beaucoup à Emilia, Stéphane et Cyril. Je laisserai ensuite Cécile les présenter plus en détail. Et vous présenterez aussi. C'est prévu un temps de présentation sur le début de la séance. Donc, pourquoi aujourd'hui, nous, on organise cet événement? Ah oui, j'allais dire. Qu'est-ce qui nous motive? Aujourd'hui, on se dit que faire du conseil, c'est un métier où on doit rester innovant et à l'écoute des solutions du marché. Donc, l'idée, c'est pour nous de connaître, vous, les solutions qui évoluent dans nos métiers et nos secteurs autour d'un moment convivial ensemble et pour assurer de développer un réseau dynamique et innovant autour de nos métiers. C'est pas, comme je l'ai dit, c'est pas notre première fois. C'est déjà la 16e édition aujourd'hui. On a commencé post-Covid avec des réunions Teams où des gens venaient nous présenter leurs entreprises, leurs innovations. Et aujourd'hui, on est ultra content de présenter ce format à table ronde où on peut ensuite profiter ensemble et partager un petit verre par la suite. On se place aujourd'hui dans nos métiers Findel. Donc nous, on intervient sur un peu toute la chaîne de valeur de la supply chain et des enjeux retail transformation. Donc aujourd'hui, avec la collaboration fournisseur, on se place évidemment au cœur de la supply chain et dans toute sa chaîne de valeur, on le verra, du point de vue design, produit, achat et jusqu'à la partie logistique et gestion des stocks qui sont présentés ce soir. Du coup, ce soir, on a la chance d'avoir Cécile aussi avec nous. Merci à toi, à qui je vais laisser la main. Il sera la maître de cérémonie pour ce soir. Avant de te passer le micro, je voulais aussi remercier les gens qui sont là à distance et qui nous écoutent en format webinar. Donc, n'hésitez pas à poser des questions à la fois dans le public et à distance. On les prendra au fur et à mesure de la séance. L'idée, c'est que ce soit un événement convivial, tous ensemble. Merci beaucoup, Cécile, et bonne soirée à tous. Bonsoir à tous et merci d'être présents ce soir. Avant de laisser la parole à nos intervenants, je vous propose de prendre un peu quelques minutes pour reposer le contexte de pourquoi la collaboration fournisseur est importante aujourd'hui et pourquoi c'est un enjeu sur la performance supply chain. Pardon, je vais commencer
par présenter nos intervenants. Nous avons Emilia, qui est CEO de la solution Windle, qui est une plateforme autour de pilotage du supply chain management. Stéphane, qui est de l'entreprise Oxalis, qui est une solution autour plutôt des achats et du sourcing et la qualité fournisseur. Et Cyril, de la solution Akeneo, qui est une solution autour du référentiel des données. Et donc, ces trois qui nous présenteront leurs solutions autour de conviction autour de la collaboration fournisseur dans leurs solutions. Donc, la collaboration fournisseur, si on prend un petit peu de recul, historiquement, c'est un sujet qui était vachement tourné autour d'une relation contractuelle, donc souvent très pilotée par les achats un peu en stylo des autres équipes au sein de l'entreprise, et avec peu d'interactions en dehors des négociations annuelles. C'est quelque chose qui aujourd'hui, et même depuis plusieurs années, c'est un modèle qui a atteint ses limites parce que les entreprises fonctionnent dans des organisations de plus en plus complexes, avec des modèles de supply chain qui sont de plus en plus internationaux, de plus en plus fragmentés, qui font face à des aléas et une forte volatilité. On pense aux crises géopolitiques, aux incidents climatiques. On ne se parle pas de la crise du Covid et des impacts que ça a pu avoir sur les supply chains. Et en face de ça, qui font face aussi à des exigences de service de plus en plus exigeantes, et des contraintes réglementaires et de traçabilité de plus en plus fortes. Et donc, la performance supply chain ne peut plus être un sujet juste de gestion en interne, comment je m'améliore, mais doit intégrer aussi les partenaires dans la réflexion. Donc, ça fait passer ce sujet de collaboration fournisseur d'une préoccupation purement achat à un vrai enjeu stratégique pour les entreprises. Donc, cette collaboration fournisseur, elle s'applique sur l'intégralité de la vie du produit. Ça parle de la conception, où on voit déjà des choses mises en place, notamment dans l'aéronautique, il y a mis en place des choses avec le co-design des produits qui, dès la conception, sont faits avec les fournisseurs pour répondre aux enjeux, et ça va jusqu'à la distribution finale aux consommateurs. Donc aujourd'hui, on va se concentrer sur trois aspects qui sont le sourcing, le référentiel de données et le pilotage des approvisionnements. Et donc sur le premier pilier qui est le sourcing, là c'est un sujet d'enjeu parce que en fait la relation fournisseur elle commence avant la contractualisation. On commence déjà dans les processus de sélection à avoir besoin de mettre en place une vraie relation de confiance et construire les choses et poser les éléments structurants qui permettront ensuite de piloter la performance jusqu'au bout de la chaîne et les audits de qualité. On a un deuxième sujet qui est la gestion des données et des référentiels, qui est un sujet qui est souvent moins visible, mais qui n'en est pas moins clé, parce que la garantie de la qualité de la donnée sur l'ensemble de la chaîne, c'est quelque chose qui est souvent assez pénible à gérer en interne et sur lequel la collaboration de fournisseurs peut apporter un vrai enjeu d'efficience des processus. Et ensuite, on a le pilotage des approvisionnements, qui est le cœur opérationnel, où là, on va avoir la capacité de partager sur à la fois les prévisions et sur l'exécution en temps réel, qui va permettre de réagir de façon beaucoup plus dynamique. Et donc, la mise en place de la collaboration fournisseur, c'est pas seulement quelque chose qu'on décide, il y a des choses, un certain nombre d'éléments structurants auxquels il faut penser. Le premier, c'est le partage d'informations fiables, s'assurer qu'on met à disposition des données qui vivent et qui sont à jour et qui sont cohérentes. Et à chaque fois qu'on se parle de partage de données, l'enjeu, ça va être aussi de bien cibler les données qu'on va se partager. Et la problématique, c'est de risquer de lancer des informations de tous les côtés et de se noyer finalement dans un volume qu'on n'est pas capable d'exploiter. Et pour ça, il y a un enjeu de mise en place d'une gouvernance qui soit claire. Ça fait en fait les informations, si on n'a pas un qui fait quoi, qui décide quand est-ce qu'on se parle, et on a plein d'informations, mais on est incapable de les exploiter correctement. Et le dernier pilier, c'est les outils. Et donc là, de mettre en place des plateformes qui permettent de structurer la donnée et d'assurer la communication et le pilotage et l'historisation de ces données, ces informations.
Ce que je propose maintenant, c'est de laisser la parole à nos experts qui sauront en parler beaucoup mieux que moi. Très bien, donc enchantée. Bonsoir à tous, je suis Emilia Javacoche, je suis cofondatrice de Windle. Et donc Windle, effectivement, notre terrain de jeu, c'est l'exécution des flux d'approvisionnement. L'objectif, c'est de s'assurer que l'ensemble des acteurs qui interviennent sur la chaîne de valeur entre le moment où une commande est placée ou prévue et le moment où le produit arrive physiquement dans son lieu de livraison finale, en entrepôt ou en magasin, que tout se déroule au mieux. Et donc, en fait, on aligne le flux d'informations avec la réalité physique. Étant entendu que si tout se passait comme prévu, on aurait un peu moins de raison d'être et qu'en fait, la solution a toute sa justification dans le fait que entre le moment où on passe une commande et tout ce qui peut advenir sur le chemin de son exécution, il y a beaucoup d'aléas, de parties prenantes à coordonner, et donc c'est tout notre objectif. Donc globalement, on est entre le client, ses fournisseurs, des transporteurs, des logisticiens, pour encore une fois faire en sorte que les informations nécessaires transitent correctement et donner de la visibilité pour anticiper au mieux les aléas. Comme je dis souvent, la solution ne fait pas encore de miracle, on n'empêche pas l'aléa. En revanche, on va permettre que l'information remonte bien plus tôt que quand on constate qu'on reçoit un mail en disant désolé, on va avoir du retard ou autre. Et en fait, c'est quelques jours d'anticipation, ça permet de limiter complètement l'impact de l'aléa sur la chaîne de valeur, de pouvoir prendre des meilleures décisions, des arbitrages et de diffuser encore une fois facilement ces changements à l'ensemble des acteurs de la chaîne pour assurer en bout de chaîne de la satisfaction client. On existe depuis plus de 10 ans. On s'adresse à tous les secteurs. On a commencé par le secteur de la mode, mais aujourd'hui, on travaille avec différents secteurs allant de l'industrie à la construction et l'ingénierie. Donc, on a des cas d'usage vraiment vastes. En termes de taille de structure, c'est plutôt des moyennes et des grandes entreprises sur des flux amont et aval et tout moyen de transport. Donc, vous avez quelques références clients à l'écran. Et donc, en termes de périmètre métier, les sujets, c'est la collaboration fournisseur, comme on le disait, mais pas que, puisqu'en fait, le flux d'approvisionnement, il intègre les fournisseurs et puis il y a un moment où il faut aussi être sûr de coordonner correctement le transport. Donc, la proposition, c'est d'avoir une colonne vertébrale sans silo et sans rupture. Donc, on est une combinaison entre un portail fournisseur et un TMS, et ça dans une approche modulaire, c'est-à-dire que en fonction de l'organisation et des besoins qui sont identifiés, on va pouvoir mettre Windle sur telle ou telle partie plus ou moins large. L'idée étant vraiment d'arriver là où il y a des trous dans la raquette, mais pas du tout d'avoir une approche monolithique et un peu... En mode ERP. Voilà. Et comme les sujets aujourd'hui de performance supply, c'est évidemment de gérer des coûts et des délais qui sont maîtrisés, mais pas que, viennent là-dessus depuis quelques années des sujets de qualité, mais aussi de traçabilité, de conformité. On essaie, dans la mesure du possible, d'avoir une approche la plus holistique possible. Donc, on a aussi un certain nombre d'usages sur comment embarquer les problématiques de conformité et de traçabilité dans cette collaboration avec les fournisseurs sur l'exécution d'un flux. Je vais vite parce qu'il faut laisser du temps aux autres, mais globalement, dans 80% des organisations, les sujets que j'évoque sont gérés entre l'ERP et le WMS, avec beaucoup d'emails, d'Excel et donc de ressaisies, de compensés, de je suis à la retraite. La proposition de valeur, elle est simple, mais il faut la répéter parce qu'en fait, la réalité, c'est qu'on en est loin d'avoir une plateforme unifiée pour que l'ensemble des acteurs internes, externes et les systèmes d'information soient connectés pour, encore une fois, aller à l'essentiel et anticiper les aléas. En termes de bénéfices, mais on y reviendra, mais il y a des bénéfices opérationnels. Le premier sujet, c'est arrêter de perdre du temps sur des tâches faible valeur ajoutée. Ça, c'est vraiment ça parle à tout le monde et c'est très facilement mesurable. C'est aussi le bénéfice le plus limité puisque on ne peut pas aller au-delà de 100% du temps de quelqu'un. Et après, il y a des bénéfices beaucoup plus stratégiques. Comment est-ce que ça va impacter la relation fournisseur, de mettre en place
des processus communs, une plateforme où la data est objective et elle est partagée. Et c'est évidemment difficile à quantifier, mais nous, on a des retours très clairs de nos clients sur la manière dont ça a vraiment amélioré et changé en bien la relation fournisseur. Et évidemment, sur la maîtrise des coûts et des délais, je ne fais pas de dessin, c'est évidemment un moyen d'aller chercher un meilleur OTIF, OTD et de réduire les surcoûts. On se distingue par notre flexibilité. C'est super important parce qu'on est sur des sujets très métiers. Il y a des sujets de change forts, hein, comme je disais, on passe d'Excel et d'email à des moyens de travailler sur une plateforme. Et donc, évidemment, l'objectif, c'est de rentrer dans du standard, mais ce standard, il faut qu'il soit flexible parce que chaque partie prenante de la chaîne a ses besoins qui sont différents et chaque organisation a ses processus propres. Donc, on a sur un outil qui est standard beaucoup de flexibilité pour répondre à ces besoins-là. Et on est une solution IT, mais au service du métier. Et donc, une proposition de valeur qui est une implémentation rapide et un moyen de faire évoluer la configuration et les usages très à la main du métier, avec une dépendance IT extrêmement faible. Et c'est important, encore une fois, pour le succès et les bénéfices que le métier vient chercher. Voilà, on en reparlera, je vais faire vite parce qu'on en reparlera de tout ça, mais l'onboarding fournisseur dans les sujets de collaboration fournisseur sont évidemment très importants. Je ne vais pas... voilà, exactement. Je ne veux pas ça. J'appuie là, comme ça. Hop, je suis un pro de la diapo. Et voilà, comme ça. Alors, Oxalis, rapidement, c'est une société qui existe depuis un peu plus de 30 ans aujourd'hui, qui est née de ce qu'elle fait aujourd'hui. Donc, elle est née de l'édition de logiciels achats, à destination d'entreprises qui avaient besoin de digitaliser ces processus, avec comme premier client, si je ne dis pas de bêtises, Thomson, à l'époque, qui s'intéressait à son périmètre P2P. Donc, c'est vous dire si c'était un peu précurseur à l'époque. Donc aujourd'hui, c'est une société qui est basée à la Garenne, enfin le siège est à la Garenne-Colombes, un peu plus de 60 collaborateurs, un peu plus de 7 millions d'euros de chiffre d'affaires, sur un scope logiciel achat complet, en fait, donc ce qu'on appelle S2P, pour ceux qui connaissent le jargon, donc le source to pay, avec tout le découpage qu'il y a au milieu, donc la partie SRM, gestion de la relation fournisseur, la partie P2P, la partie source to contract, pilotage achat et la partie qualité fournisseur, avec des clients qui sont pour 80% du mini-market. Donc, pour nous, ça va être des entreprises de quelques dizaines à quelques centaines de millions d'euros de chiffre d'affaires, tout secteur d'activité confondu, du public au privé en passant par l'industriel, tout secteur d'activité, quelques retail, au moins que vous, je pense, dans le lot. Et malgré tout, quelques gros comptes de type Bouygues Construction. Alors moi, dans cette... Pardon. Vous aviez en commun. Et tout à fait. Dans le slide. Pardon. Non, je découvre. Alors, je vais vous parler, moi, pour mon expertise, de la partie client industriel, donc entreprise industrielle concernée par des achats de production et qui nous sollicitent pour digitaliser ces achats de production. Je ne vais pas être trop long non plus, mais si on fait la genèse du logiciel achat, il est plutôt né des achats indirects, en fait, par volonté de gestion optimisée des achats indirects, le bas de Pareto, du coup, les classes C. Donc, on a une offre que je porte chez Oxalis qui s'appelle Oxalis SQM, qui, elle, est destinée aux clients industriels pour les aider majoritairement sur la partie achat de production. Donc, mon regard de ce soir sera focus sous cet angle-là. Notre situation de départ, en fait, pour des clients, encore une fois, du mid-market, donc des PME ETI de quelques dizaines à quelques centaines de millions d'euros de chiffre d'affaires, on est sur un marché de primo-équipement. C'est la première fois qu'ils vont s'équiper de la solution. C'est ce que tu as évoqué précédemment, il me semble. Et on est dans un contexte, du coup, où ils ont un ERP majoritairement, que ça aille des gros acteurs du marché à des acteurs de taille intermédiaire. Mais finalement, le ERP ne couvre pas tout dans ce que l'acheteur va vouloir piloter dans la relation fournisseur. C'est-à-dire que le ERP va être très focus sur un aspect transactionnel, CBN, enfin calcul des besoins, pardon, engagement des commandes, réception, ainsi de suite. Ça marche plutôt bien, quel que soit le système ERP en question, même s'il faut le compléter certainement d'outils plus performants. Et donc, nous, on va s'intéresser à ce qui échappe à l'ERP, mais vraiment complètement à l'ERP la plupart du temps, en amont ou en aval.
Pour donner 2 exemples, pour être concret, la partie sourcing, on en parlait tout à l'heure, onboarding fournisseur, c'est fini l'époque où on crée un compte fournisseur comme ça en mode sauvage, sans se poser la question de qui c'est, est-ce qu'il représente un risque, est-ce que la qualité est rentrée dans le processus d'onboarding, est-ce que la supply est rentrée dans le processus d'onboarding. Et puis, pareil, on va avoir d'autres questions à se poser en aval, une fois que j'ai engagé toutes mes commandes, des choses que tu calcules certainement dans ta solution, sur la partie OTD, OQD. Pour un acheteur, ça va être des indicateurs hyper importants dans sa relation avec le fournisseur, de surcroît dans la volonté de placer la relation fournisseur dans une logique collaborative et partenariale, donc sur le long terme. Évidemment, il nous faut de la data. Donc, du coup, on s'applique à couvrir tout ça avec forcément énormément de change, parce qu'on est dans la même configuration de Findle. On a des gens qui utilisent de l'Excel à outrance, extraction ERP, des offres qui viennent des fournisseurs, des infos qualité qui sont gérées également sur l'Excel. Ça travaille donc avec de la bureautique éclatée. Ça travaille également en silo. Donc, il y a beaucoup de cloisonnement entre les métiers qui sont censés normalement plutôt bien échanger entre eux, supply, qualité, achat. Donc, on contribue en fait à mettre une solution en face de ce pain point en fait. Donc voilà, puis on a un enjeu de structure de coût, je termine là-dessus pour pas être trop long, c'est que globalement, quand on analyse des entreprises industrielles sur leurs achats de prod, on a des structures qui sont dépendantes de leurs achats pour à peu près la moitié de leur chiffre d'affaires en moyenne. Donc ils vendent 100, ils ont 50% qui est aux achats en moyenne. Ça peut être plus pour des activités de sous-traitance où il va y avoir beaucoup moins de VA dans l'activité. Dans le même temps, on a affaire à des équipes achats qui sont très restreintes en termes de nombre de personnes et qui consacrent plus de la moitié de leur temps à des tâches chronophages à faible valeur ajoutée, alors même que les enjeux que vous connaissez de par le contexte géopolitique qu'on vit depuis plusieurs années, fait qu'évidemment, on attend des achats autre chose que du transactionnel. Voilà, en mode rapide, si j'ai respecté mes 5 minutes. Et je te passe la main. Merci beaucoup. Moi, je m'appelle Cyril, je suis directeur commercial pour le secteur de la France, de la Suisse francophone et du Middle East aussi, chez Akeneo. Akeneo, on est une entreprise en fait française, fondée à Nantes, bien que je sois basé à Paris, et on existe depuis 13 ans maintenant. Aujourd'hui, on travaille avec un petit peu plus de 1000 clients à travers le monde. On fait un peu plus de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires par an et on travaille aussi bien avec le B2B, industriel, fabricant, que le B2C, grands distributeurs, luxe, grande distribution, e-commerce, etc. Et on les accompagne en fait sur ce qu'on qualifie chez Akeneo en fait de l'expérience produit. On parle souvent d'expérience d'achat, d'expérience client. Et ce qu'on dit à tous nos clients, c'est que quoi que vous fassiez, à la fin de l'histoire, vous parlez de quoi? D'un produit. Et donc, on est là pour ça. Et souvent, en fait, quand on aborde le sujet en fait, de la supply chain, tout de suite, on pense à des flux très physiques, les entrepôts, les camions, la supply chain, tout ça. Et nous, on intervient en fait dans tout ce qui ne va pas se voir dans cette phase-là, puisque si je reprends un des mantras d'Akeneo, à savoir que à la fin de l'histoire, vous avez parlé d'un produit, avant qu'un produit en fait soit préparé en commande, posé dans un camion, livré, il faut qu'il soit acheté. Avant qu'il soit acheté, il faut qu'il soit mis dans un panier. Et avant d'être mis dans un panier, il faut qu'il soit vu. Et avant qu'il soit vu, il faut qu'il soit trouvé. Puis avant d'être trouvé, il faut qu'il soit cherché. Et à toutes ces étapes-là, en fait, est impliquée de l'information produit, parce qu'on ne cherche pas en fait un produit par hasard, et surtout le produit ne vient pas à nous via un moteur de recherche, un LLM ou que sais-je, par le Saint-Esprit. Il s'appuie sur un contexte, une demande, des mots-clés, et ça, à un moment donné, il faut que ça matche avec la fameuse fiche produit. Et ça, c'est l'enjeu en fait d'Akeneo, c'est d'accompagner nos clients avec une plateforme qu'on appelle Akeneo Product Cloud, qui permettent d'accompagner en fait l'ensemble des acteurs de cette chaîne de valeur autour de l'information produit, de l'onboarding de la donnée fournisseur, qui va être le sujet du soir, jusqu'à la mise en marché de cette fiche produit sur l'intégralité des canaux sur lesquels le produit est susceptible
de se retrouver. Et donc, spécifiquement, en fait, pour cette partie gestion de la données fournisseurs, eh bien, on a développé sur la plateforme Akeneo Product Cloud un portail fournisseur, tout simplement. Donc, une façon élégante, simple, facile d'accès, de permettre à l'ensemble des fournisseurs avec lesquels traitent nos clients de pouvoir en fait tout simplement déposer ces données produits de façon extrêmement simple, sans contrainte, sans de se préoccuper d'un formatage de quelque nature que ce soit. Et finalement, en fait, la solution va accompagner donc le distributeur qui lui va être de l'autre côté du miroir pour onboarder en fait cette donnée et finalement la faire diffuser, l'irradier au sein de sa plateforme Akeneo pour que à la fin de la chaîne, elle se retrouve évidemment correctement rangée, correctement catégorisée, correctement normée, avec le petit supplément d'âme que le distributeur a ajouté pour assurer et accentuer la mise en marché. Et tout ça, évidemment, dans un souci de gain de temps. Comme ça a été dit, un de nos objectifs qu'on vise avec nos clients, c'est limiter les tâches répétitives à faible valeur ajoutée. On est aussi des pourfendeurs d'Excel, donc on déteste les feuilles Excel. Et l'objectif, c'est de faire gagner un maximum de temps à nos clients qui se concentrent sur des tâches à valeur ajoutée. Pour ce faire, on ajoute évidemment au fur et à mesure des dispositifs qui accompagnent nos fournisseurs, distributeurs et clients de tout type sur les nouvelles mécaniques du commerce. En 2026, on ne peut pas faire une table ronde, une conférence sans parler d'intelligence artificielle. On va faire conciliature, donc c'est comme ça. Et le commerce agentique est en train de débouler très très rapidement dans notre quotidien. Et donc, on accompagne aussi nos clients dans la prise en considération de ce qui est nécessaire de faire pour continuer d'exister et donc de vendre sur ces nouvelles plateformes et ces nouveaux réseaux de distribution. Merci des questions. Pour Oxalis, bonsoir Maxime. Pour votre présentation. Est-ce que dans votre logique, dans la dynamique de Primo Market et vos clients qui mettent ça en place pour la première fois, constatez aussi une volonté croissante de suivre les impacts de leur consommation intermédiaire. Je pense par exemple dans un cadre de performance durable, que ce soit d'un point de vue écologique, d'un point de vue résilience. Est-ce que c'est un argument qui pousse vos clients vers vos solutions? Oui, bien sûr. En fait, la situation dans laquelle on est, elle est un peu contradictoire, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec une population achat qui a une responsabilité de plus en plus importante avec le temps, que ce soit sous l'angle du risque, sous l'angle du réglementaire, de la RSE, enfin peu importe la doléance qu'on rajoute. Et en fait, sitôt qu'on rajoute des doléances, on rajoute donc un volume de data, un volume de documents supplémentaires à collecter auprès des fournisseurs pour pouvoir justement mesurer tout ça. Et en plus, dans le sujet de la RSE que vous évoquez, on ne peut pas dire que le sujet soit hyper structuré aujourd'hui pour faire des mesures carbone qui soient à l'abri de tout doute en fait. Et néanmoins, il faut quand même mener la démarche. Ce qui pose la question, la RSE a la particularité où il faut se poser la question de comment poser la question et comment structurer l'information pour qu'à la fin, la mesure ressemble à quelque chose en sachant éperdument qu'elle ne sera pas parfaite. Mais oui, ça fait partie de la dynamique de nos clients de faire en sorte de pouvoir structurer toute cette collecte de documents et d'informations liées entre autres aux doléances RSE, mais pas que. J'ai aussi une question qui sera posée après. En tout cas, les questions sont autorisées tout au long de la présentation. Donc c'est pas la parole, les questions ne sont pas que celles-ci là, les questions évidemment. Comme toute bonne table ronde, n'hésitez pas à en poser d'autres au fur et à mesure. C'est mieux quand c'est dynamique. Oui, on voit du coup, et c'est intéressant parce que vous avez 3 modes de collaboration différents avec les fournisseurs. Et du coup, le fournisseur se retrouve avec potentiellement 3 plateformes pour 3 sujets différents, multipliés potentiellement par son nombre de clients. Donc, il y a peut-être une forme d'usure fournisseur à l'utilisation de l'ensemble de ces plateformes de collaboration. En tout cas, c'est quelque chose qu'on voit dans des sujets comme la traçabilité. C'est quoi votre vision et votre regard par rapport à ça?
C'est une bonne question. C'est une bonne question, oui. Dans la liste, il y a un petit point de réalité qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que de la même manière que nous avons tous des utilisateurs métiers différents, les points de contact et les interlocuteurs correspondants chez les fournisseurs, le fournisseur n'est pas qu'une seule équipe en réalité. Et donc, chez les fournisseurs, nous n'avons pas les mêmes personas qui vont utiliser Oxalis, Akeneo et Windle. Donc déjà, le sujet, il est un peu diminué. Mais effectivement, le sens du marché, c'est probablement que dans 10 ans, Oxalis, Akeneo et Windle soient portés sous un même. On voit bien, on traite exactement les mêmes sujets, qui sont d'aller chercher de l'efficacité, de la fiabilité dans le partage des informations à des moments différents de la relation fournisseur. Si on se dit chacun est bien en tête. De votre côté, vous allez être avec des équipes qui vont organiser le transport, qui vont être en sorte de la logistique, peut-être chez les. Ouais, chez les fournisseurs, c'est souvent des ADV en fait, parce qu'ils ont. Exactement. Ouais. Vous allez être davantage sur référencement. Alors, sur la partie référencement, d'un côté, du côté des fournisseurs, on va être sur des responsables commerciaux, assistants commerciaux, responsables de compte, donc ils sont en charge de vendre chez leurs distributeurs, et donc ils ont à cœur de voir leur assortiment produit le plus large possible et bien mis en marché. C'est eux qui fournissent des informations liées aux fiches produits. Ou est-ce qu'il y a des équipes spécifiques justement qui... Non, c'est souvent eux en fait. C'est très souvent eux. Bizarrement, c'est souvent eux. Et d'ailleurs, si je fais une petite comparaison, en fait, c'est également eux en fait qui sont en charge de fournir ces informations à ces nouveaux canaux de distribution que sont les marketplaces. Finalement, ils se retrouvent à faire un deuxième travail rigoureusement avec les mêmes enjeux. Savoir répondre à des exigences d'un distributeur et de poser en fait des fichiers abominables avec des formats totalement incompréhensibles pour faire en sorte que leur produit soit vendu. Et du côté distributeur, c'est à la fois le service achat qui veut s'approvisionner et avoir une offre la plus large possible, mais aussi bien sûr le marketing qui lui en fait se nourrit en fait d'informations pour mettre en marché bien sûr. Vous allez avoir les équipes commerciales aussi. Nous, côté client, c'est des profils achats, qualité fournisseur. Principalement, ce que j'ai fait le focus derrière sur les achats, mais il y a le même pain point sur la partie qualité fournisseur. Et donc, en face, côté fournisseur, effectivement, des services commerciaux, services qualité. Le commerce est la première victime. Souvent les commerces qui souffrent. Ah. Les clients s'organisent quand même, pour compléter, les clients s'organisent de plus en plus quand même, c'est-à-dire qu'il y a une logique de verticalité dans nos solutions par rapport à des systèmes omniprésents, là, comme on cite sur le ERP, donc c'est une logique best of breed, en fait, de verticale par rapport à d'autres systèmes un peu plus horizontaux. Et donc, on voit bien que les clients, même sur notre segment PME, ETI industriel, là, s'organisent quand même au niveau de la data, à produire des data warehouse ou d'avoir des middleware qui vont avoir pour vocation d'alimenter les XSI qu'il va falloir alimenter pour éviter de dupliquer les tâches sur le déploiement de X solutions. Là, globalement, c'est quand même la data fournisseur côté Oxalis, la produit, et nous, c'est exécution des flux, des prix, des quantités, des dates, etc. Et effectivement, on a des interactions, nous, avec des PIM, des ERP. Enfin, l'ERP fait quand même souvent office, dans la mesure du possible, de data warehouse, et de plus en plus, ils en mettent en place. Mais en attendant la plateforme unique, il y a quand même des idées d'intégration, beaucoup pour optimiser et de se dire qu'il n'y a qu'une solution qui doit rester pour un type de données le point d'entrée. Et après, une fois qu'elle est structurée, elle est effectivement diffusée, envoyée. Je pense qu'on est tous très intégrés chez les clients, en entrée et en sortie, parce qu'en fait, c'est la clé aujourd'hui. Hein. Ouais. Eh ben, on va repartir, on va reprendre un petit peu de recul. Donc, on s'est parlé de la collaboration fournisseur, on s'est un peu parlé de l'historique.
pourquoi aujourd'hui est-ce que c'est un enjeu chez vos clients de travailler sur la collaboration fournisseur? Je sais pas qui veut commencer. L'enjeu, comme je l'ai dit, c'est que il n'y a pas de fournisseur s'il n'y a pas de distributeur. Et donc, les distributeurs, eux, sont toujours en demande de plus de produits, plus de références, une offre plus profonde, etc., etc. Donc, ça implique nécessairement de s'adresser à un nombre de fournisseurs de plus en plus important, et donc de pouvoir accueillir en fait ces informations. Ça, c'est le premier point. Le second, c'est que même si chaque distributeur veut mettre sa patte pour mettre en marché les produits qu'il distribue, quand même c'est pas lui qui les fabrique, faut pas se mentir, 80% de l'information produit, elle vient du fournisseur. Donc, c'est quand même un maillon essentiel de la future qualité de l'expérience d'achat, parcours client, etc., etc. Une fois qu'on a posé ça, l'enjeu, c'est de dire, OK, comment je résous en fait ça, parce que quelle que soit la taille du fournisseur dont on parle, la problématique d'onboarder en fait la donnée, elle est la même, que je sois un géant de la distribution comme un Leclerc, un Carrefour, ou une DNVB en fait qui va sourcer une centaine de références, c'est la même partout. Donc l'idée, c'est de pouvoir véritablement accueillir ces fournisseurs de façon le plus fiablement possible. Premier élément. Et le second, c'est que eux en face, ils ne travaillent pas qu'avec un seul fournisseur, ils travaillent avec une multitude de fournisseurs, chacun avec sa petite exigence particulière, etc., etc. Donc il faut réussir à réconcilier en fait ces deux mondes. Donc la mise en place d'une plateforme en fait d'intermédiation qui va simplifier les flux, qui va résoudre en fait ce côté tiens, le client A il veut la colonne SKU en premier, l'EN en second, etc., etc. En fait, ça pour le coup, c'est de la tâche totalement inutile à faible valeur ajoutée qu'on essaye d'éliminer. Et nous, ce qu'on dit en fait à nos clients, c'est dire en fait, venez comme vous êtes, un peu comme McDonald's. Vous déposez en fait le fichier que vous avez. Vous préoccupez pas de savoir en fait s'il va être accueilli favorablement ou pas. Vous le déposez. La plateforme elle est là en fait pour le digérer et le transformer selon en fait les règles qu'a défini en fait votre distributeur. Et finalement, vous n'en produisez plus qu'un de fichiers qui sortent de votre ERP ou d'ailleurs tout le monde s'en moque. Vous le déposez dans la plateforme et voilà. Donc c'est vraiment ça qui a changé considérablement. Plus de produits, plus de fournisseurs, plus de distributeurs et pas plus d'équipes. Et les journées font toujours 8 heures. Donc à un moment donné, il faut automatiser, industrialiser. Et l'IA aide beaucoup aussi pour simplifier ça. Je pense effectivement que globalement, le déclic, c'est la pression à tous les niveaux de toujours plus d'efficacité avec des moyens qui n'étaient pas disponibles il y a 20 ans et donc qui permettent d'envisager de se coordonner et d'échanger des données à toutes les étapes de la chaîne de manière plus efficace sur des sujets où le client dépend très très fortement d'informations dont la source est le fournisseur. Donc il y a un moment où ils ne peuvent pas répondre aux exigences du marché en termes de effectivement détail produit, gestion de la qualité, efficacité sur la disponibilité, optimisation, supply, traçabilité, transparence seul. Donc il y a un moment où il faut commencer à se dire comment est-ce qu'on travaille mieux main dans la main avec les fournisseurs. Puisque la promesse de l'efficience que tu disais tout à l'heure, elle a une limite au bout d'un moment, c'est-à-dire qu'on ne va pas faire plus efficient que l'ETP sur lequel on travaille. Ce qui est d'ailleurs quelque chose d'assez compliqué à manœuvrer finalement, même dans notre démarche commerciale. On ne peut pas tout mettre sous l'angle de l'efficience. L'efficience, c'est un levier, effectivement, pour faire en sorte que le temps économisé soit consacré à des actions à plus forte valeur ajoutée. On est quand même dans une dynamique où on aspire à ce que les clients comprennent que les bénéfices s'inscrivent dans le temps, qu'on va capter des bénéfices à court terme opérationnels. Mais l'enjeu derrière tout ça, c'est capitaliser de l'information, de la data, pour que ça produise de l'information, pour que je puisse prendre des décisions plus rapidement et plus éclairées. Et ça ne va pas se faire au moment du go-live, de la mise aux solutions dans les
mois qui suivent ou les 3 mois qui suivent le projet. Il va falloir accepter, mais c'est un principe d'amélioration continue. Hein. On consacre du temps sur un sujet pour en vivre le bénéfice plus tard. Et donc, il faut que les projets soient absorbés, engagés avec cette philosophie-là, si on veut en tirer toute la quintessence. Je suis plus prudent dans la promesse d'efficience, en fait, pour être sûr que ce ne soit pas le seul élément de motivation pour les entreprises, même si le pain point opérationnel, les que personnels sont activement acheteurs d'Excel à outrance, il est réel, hein, j'ai aucun souci avec ça. Et ça ne peut pas être que ça non plus le déclencheur. Moi, je mettais efficience des opérations en général. Ouais, mieux gérer les aléas, effectivement, avoir une activité plus optimale à tous les niveaux. Et on est bien d'accord que ces bénéfices-là ne sont pas instantanés. Donc, une petite question à distance sur le côté client et sur l'exécution des flux. Est-ce que du coup, les équipes ont plutôt tendance à continuer à piloter les flux dans l'ERP sur la base des données récupérées par les différents portails fournisseurs, ou au contraire, à ce que le pilotage se fasse plus dans ces portails fournisseurs et que l'ERP devienne un peu un exécutant? Et du coup, si ce cas-là, pas risque de multiplication des outils pour l'interne? C'est l'éternel sujet. Nous, côté Windows, sur l'exécution des flux, l'ERP, c'est l'ERP. C'est un outil transactionnel. Il est très bien pour valider une commande. Il n'est pas fait pour gérer l'exécution de relance, de récupérer des documents nécessaires à des étapes intermédiaires, de mettre des commentaires, de modifier. Et pour le coup, il y a beaucoup de retours qui est si on pouvait avoir la même interface dans notre ERP, est-ce que ce serait possible? Malheureusement, je crois qu'il faut être réaliste sur la proposition de valeur et Windle n'est pas un ERP et l'ERP n'est pas Windle et en fait les deux ont leur raison d'être et il faut que chacun reste à sa place. Donc nous en général on a des équipes qui sont plutôt dans l'exécution, c'est pas forcément elles qui passent les commandes en tant que telles, mais effectivement je veux dire il y a des choses qui doivent rester dans l'ERP, donc on ne peut pas faire d'outils uniques. En revanche, effectivement, comme Windle va alimenter l'ERP pour toutes les modifications, ils ont des interactions qui sont nettement limitées. Et donc, effectivement, ils vont gérer le quotidien dans Windle. Et donc, ça rebascule quand même un peu l'équilibre. Donc, on ne supprime pas du tout l'utilisation de l'ERP, mais on va, là où avant c'était super fastidieux de modifier l'ERP, ça c'est des choses qui sont complètement supprimées parce qu'il y a des flux en automatique qui viennent faire ça quand c'est nécessaire. Ouais, c'est l'approche verticale et best of breed dont on parlait tout à l'heure, en fait, on est typiquement là-dedans. Maintenant, il ne faut pas que tout ce petit monde se marche sur les pieds, quoi. C'est-à-dire qu'en termes de cartographie d'organisation ici, il faut qu'il y ait un chef là dans la bande qui arrive à dire qui va être master sur quoi, sinon ça va vite devenir le bazar. Et oui, les échanges de données sont assez classiques. Ton lien avec le RP est plus direct, je pense, côté Windows, parce que forcément, il faut bien que le flux d'appro là, il soit récupéré dans le RP. Nous, comme ça, philosophiquement, ça paraît moins évident, mais néanmoins, on a des use cases assez explicites sur le sujet. Typiquement, au bout d'un moment, on va vouloir faire en sorte qu'il y ait un tarif qui soit chargé dans le RP qui va servir de support pour engager les commandes. Il y a bien eu une démarche achat en amont d'appel d'offres, de sourcing, d'appel d'offres, de dépouillement, de sélection des offres, qui fait qu'au bout d'un moment, on a le coût parti de fournisseur, prix, délai, ainsi de suite, qui va alimenter le RP pour engager une commande. Donc c'est bien logique qu'on ait un input et un output avec le RP. Sur des marchés volatiles, où les prix sont actualisés régulièrement, c'est carrément des CBN qui sont soumis en consultation auprès de fournisseurs pour actualiser les conditions et revenir après dans le RP. Vous avez le prix qui est les deux côtés. Ouais. Donc il faut que ça vive. C'est indispensable. Ouais. Vous avez des choix qui sont faits par des clients avec des choix radicalement différents en termes d'architecture, justement, qui émettent de quoi Ah oui, parce qu'il n'y a pas. En fait, la réalité, c'est que ça se fait progressivement. Donc, ils ne réfléchissent jamais à feuille blanche en disant, voilà, il y a l'existant. L'existant, même s'il n'est pas parfait, il a le mérite d'être là. Et donc, c'est quand même
dommage de tout détricoter si ça marche. Donc déjà, il y a ça, où est-ce qu'en est chaque organisation, et puis dans quel sens ils opèrent, et le partenaire choisi, qu'est-ce qu'il sait bien faire, comment il commande. Donc franchement, il n'y a pas une archi et une urbanisation unique qui fonctionne. Après, je pense qu'on a tous quand même ce rôle-là, et vous aussi, de faire des recos, parce que pour le coup, nous, on le voit, il y a quand même quelques organisations qui sont un peu perdues, ou en tout cas qui réfléchissent, permet de juger selon des critères qui ne sont pas les bons, aller vite à l'essence, enfin faire au plus vite, ok, mais en fait, si c'est pour gagner 2 mois et se coltiner une archi qui est pas géniale pendant 3 ans, donc nous, on a beaucoup ce discours de recommandation, et de dire là, vous prenez le sujet à l'envers. Et notamment, je pense que le point crucial, c'est les boîtes qui grandissent très vite et qui doivent tout mettre en même temps. Et donc, c'est pas simple pour elles. Et notamment quand il n'y a pas encore le RP. Alors là, on demande à tous les outils autour de faire comme s'il était là et de tous gérer un petit bout de RP. Et ça, c'est des moments où il faut faire des bons choix et aussi accepter d'être justement sur des usages qui sont transitoires, où on sait que les données, elles transitent peut-être pas dans le bon sens, mais que c'est clair que ça ne dure qu'un an ou deux en attendant de mettre l'outil à l'agilité de la solution est importante. Ouais, et vous êtes confronté à ces situations-là aussi dans des montées de versions de RP qui vous perturbent sur vos périmètres historiques ou... Nous, non, et c'est un point super important de rassurer. Le RP est à peu près en projet continu dans une organisation, soit en migration, soit en changement, soit en appel d'offres. Donc ça, je pense qu'on a tous ce sujet-là. De rassurer les clients sur le fait que, et c'est ce qu'on disait, en fait, le RP, on sait très bien que ça soit Sage, SAP, IFS ou autre, la master data qui sera gérée sera la même. Et donc, nous, ok, il va y avoir des petits ajustements d'intégration quand ils vont changer ou migrer, mais ça ne remet pas en cause du tout les usages métiers qui sont en place. Et donc, il faut se libérer et être à l'aise avec l'idée d'avancer sur les sujets métiers, même s'il y a un projet ERP en parallèle de ce projet. Et même avant, nous, on a quelques clients qui ont fait ce choix éminemment stratégique de servir les besoins métiers avant de se tunneliser, puisque je pense que c'est on peut s'autoriser dans un projet ERP, et en fait, c'est très gagnant parce que ça apporte de la valeur au métier, ça les libère justement, ça donne de la bande passante pour, au contraire, appréhender le projet ERP beaucoup plus efficacement. Donc ça, je crois qu'il faut être très à l'aise sur le fait que l'immigration de RP ne remet pas en toute l'urbanisation et l'article qu'il y a à côté. Nous, c'est des moments qu'on adore sur la mise en place en fait d'une solution comme Akeneo. Il y a migration de RP ou changement de RP, comme tu dis, c'est tout le temps. Donc, c'est des moments qui sont assez magiques en fait dans la roadmap d'une DSI pour positionner Akeneo. C'est un formulaire accélérateur, parce que pour répondre à ta question de tout à l'heure, on est le meilleur ami de l'ERP, donc on est aussi bien interconnecté à l'ERP que terriblement indépendant. Donc, il est très bien pour faire plein de trucs, le RP, pour faire une facture, c'est génial, mais à peu près, c'est tout, en fait. Donc, tout le reste, faites-le dans un outil dont c'est le job, et pour gérer, en fait, un catalogue de produits, il n'y a rien de mieux qu'un PIM, clairement. Il n'y a rien de mieux qu'une plateforme qui permet d'onboarder les fournisseurs de façon efficace. Nous aussi, on a les clients qui nous disent « Et ça serait possible d'avoir la même interface que vous dans l'ERP ?» Eh bien, justement, non. C'est pour ça qu'on existe. Parce que on n'a pas envie de saigner des yeux sur des écrans moches avec un curseur vert sur fond noir. Voilà. Et c'est pour ça qu'on a des plateformes comme Akeneo. Parce que fondamentalement, nos utilisateurs vont passer 90% de leur journée de travail dans notre outil. Donc il faut que ça soit agréable, il faut qu'il soit souple. Et effectivement, l'ERP vit sa vie. Il faut une gouvernance, c'est une évidence, mais il y a plein de choses en fait que l'ERP ne pourra jamais faire
gérer des assets, gérer une liste de 700 attributs sur un produit, bah non, c'est pas son job. Donc c'est pour ça que on a des démarches qui sont très effectivement verticalisantes, mais qui apportent beaucoup de souplesse en fait aux équipes opérationnelles. Les choses sont pas binaires. Nous, il y a une question qui se pose tout le temps, c'est qui sera maître sur le fournisseur, le SIHA ou le RP. Et on n'est pas obligé de répondre à cette question de manière binaire. On arrive dans des situations où on sait gérer de l'hybridation avec la partie technique ou sur une table des fournisseurs, enfin sur une base fournisseur, avec X champs, on peut très bien définir à l'échelle du champ, la granularité du champ, quel champ est piloté par le RP et quel champ est piloté par le SIHA. Parce que des fois, on reste cloisonné dans des raisonnements où il faut que la réponse soit forcément binaire et la solution n'est pas forcément dans la binarité. D'autres fois, oui. D'autres fois, il faut que ce soit full ERP, full SIHA, peu importe. Mais c'est pas toujours le cas. Nous, il y a plein de clients qui se servent en fait de la souplesse d'Akeneo pour alimenter en fait, enfin réenrichir en fait le RPA. Évidemment qu'il n'y a pas vocation à ce que tout ce qu'il y a dans le PIM arrive dans le RP, sinon c'est pour le coup on court à l'échec. Mais parce que en fait c'est plus souple, parce que les équipes en fait métiers s'onboardent en fait beaucoup plus facilement sur une plateforme comme Akeneo, et oui, on va enrichir en fait sur la fiche produit en fait dans Akeneo, et puis il y a une quinzaine, une vingtaine de champs en fait qui vont repartir en fait côté ERP de façon à alimenter d'autres solutions où le RP en fait va spreader, va servir de carrefour. Sur un autre thème, beaucoup en compliance, c'est une côté problématique de la véracité de l'information qui est transmise. Est-ce que vous avez des problèmes qui sont équivalents et à ce moment-là, comment est-ce que vous y répondez ou est-ce que vous avez pas de réponse? Tout ce que je vois pour l'instant dans les systèmes de compliance, parce que c'est pas évident à part entendre. Ouais, c'est un bon point et le sujet réglementaire, de toute façon, on y est tous confrontés. Enfin, c'est d'abord tous nos clients qui y sont confrontés. Donc, évidemment qu'on a à cœur de les accompagner là-dessus. On a énormément de clients assez récents chez Akeneo où l'initiative en fait sur la gestion de l'information produit, elle part en fait d'une équipe compliance, legal ou qui a besoin finalement d'assurer une sorte de tampon de l'information produit, parce qu'à la fin elle va arriver sur un packaging ou sur une communication en front de client, et ils se doivent, de par le secteur d'activité dans lequel ils exercent, je pense notamment à l'industrie pharmaceutique ou les compléments alimentaires, enfin dès qu'il y a des allégations sur lesquelles il y a un peu de réglementation, l'information produit est ultra surveillée, en fait, on met en place en fait, des dispositifs de double, triple vérification avec des niveaux d'escalade, avec des mécaniques de workflow en fait, qui sont intégrées à la solution, ce qui permet en fait, d'organiser le travail, et pas uniquement avec des collaborateurs qui sont à l'intérieur de la structure, on peut aussi venir déléguer en fait, de la relecture et de la validation et de la correction en double lecture. Je fais un commentaire et puis il y a une autorité interne qui vient le valider de façon à mettre à jour la fiche produit. Et ça, effectivement, ça se voit de plus en plus, ce qui a conduit en fait à des grosses innovations chez Akeneo ces 2 dernières années autour justement de la mécanique de workflow. Je pense que le sujet de la véracité, personne l'a encore craqué. Je veux dire, peu importe la plateforme, effectivement, on avait beaucoup à un moment, on en entend moins parler de la blockchain pour sécuriser toutes ces transactions et ces échanges de données. La réalité, c'est que si la source elle est fausse, malheureusement, je crois que personne ne peut faire de miracle. En revanche, je pense que là où le paradigme est nouveau, c'est que le fait de digitaliser, c'est des logs d'activité, des historiques, des validations, et donc en fait ça engage le fournisseur très différemment j'ai rempli un Excel, mais en fait on ne sait pas trop qui l'a rempli et comment le truc a été traité. Dans toutes les plateformes, quand la donnée est mise, en fait c'est quand même très verrouillé, et donc ça objective très fortement et ça engage, s'il y a un sujet, on prend les logs d'activité et donc en fait on connaît qui a mis l'info à quel moment, et donc ça, je pense que ça pousse quand même davantage à faire, ça améliore clairement la qualité des informations qui sont partagées. Et ça engage. Bien sûr, ouais. Quand on dit à nos clients, voilà, Akeneo, vous savez à tout moment
qui a fait quoi, quand et sur quoi. OK. Donc le débat est clos, chacun va prendre ses responsabilités et on saura effectivement qui a fait quoi, quand et sur quoi. De paix, je pense que c'est les marchés un peu plus exigeants. Tu citais la pharmacie tout à l'heure, de l'aéro aussi, de l'automobile. Donc, c'est des marchés très normés avec des certifications de la N9100, d'IATF, ainsi de suite. Ils ne nous attendent pas là-dessus. Ils nous attendent effectivement sur la capacité à tracer des choses qui sont faites dans le logiciel, qu'on appelle les logs, donc avoir un historique vraiment de qui a fait quoi à quel endroit. Mais ils ne nous attendent pas sur quand je vais réclamer une certification, je suis capable à réception de la contrôler, même s'il y a des problèmes sur le sujet, mais je suis capable de la contrôler et de dire qu'elle est conforme ou pas. Ils nous attendent sur aidez-moi à le collecter plus rapidement, je m'occuperai du contrôle. Et on rejoint, je pense que tu voulais dire tout à l'heure avec les workflows. Néanmoins, je pense qu'il y a des choses à faire sur le contrôle documentaire, mais à court terme, là, tout de suite, c'est pas là-dessus qu'ils nous attendent. C'est une partie de leur VA que de garantir la véracité de ce qu'ils reçoivent. Donc, ils nous attendent sur mettez-moi sur la VA et enlevez-moi ce qui est très chronophage. Donc, la collaboration fournisseur, on a deux parties. On a le client et le fournisseur. On a besoin que les deux jouent le jeu. Vous, vos clients sont les clients, mais vous pouvez avoir des clients qui ont des fournisseurs. Il y a des rapports de force qui ne sont pas forcément complètement égaux. Et donc, il y a un enjeu autour d'embarquer les fournisseurs dans la collaboration. Comment aujourd'hui vous le gérez cette partie-là avec vos clients? On rassure en fait très vite sur la mise en place de la solution et le mantra de l'image de McDonald's que je prenais tout à l'heure, il est toujours vrai. On dit en fait à qui que ce soit à qui on s'adresse, que ce soit côté fournisseur, côté client, c'est la plateforme va être là en fait pour traiter tout ce que vous faites à la main. Le côté je change le format, etc. Donc venez comme vous êtes, déposez ce que vous avez. Passez pas de temps en fait à essayer de faire ça joli, même si c'est moche, même si vous savez que c'est pas complet de ouf, c'est pas grave. Déposez ce que vous avez. D'une part, ça casse le rapport de force moi je suis LVMH et donc toi petit pousset producteur de cuir, bah, écoute, tu vas bien faire ce que je te demande. C'est pas parce que c'est LVMH qui va lui demander qu'il a les capacités de le faire, de la bande passante. Des fois, c'est même pas une question de pas avoir envie, hein. C'est qu'il sait juste pas. Donc, on va juste lui dire, donne ce que tu as. La plateforme va faire un premier travail d'enrichissement. Et après, charge au distributeur d'y mettre sa patte et de rajouter ce dont il a besoin pour exécuter. Donc, l'objectif, c'est une plateforme qui est simple, qui est facile d'accès, évidemment avec les contrôles de cohérence et de qualité qu'il faut, mais simple et facile d'accès. Ça, c'est le maître mot. Il y a beaucoup de choses dans la solution SDM, de onboarding de la donnée fournisseur chez Akeneo, qui n'est jamais visible et jamais vu par le fournisseur. Tout le back-office, la façon dont les jobs s'enchaînent, etc., et tout le travail autour de l'intelligence artificielle pour cleaner le document final, en fait, ça, il ne le voit jamais. Lui, ce qu'il voit, c'est l'espèce de tas de boue qu'il met sous forme d'Excel dans la plateforme, et par magie, de l'autre côté, ça ressort avec des belles fiches produits qui sont publiées sur le site web de son distributeur. Voilà. Montrer ce qu'il a à y gagner aussi. Absolument. Donc, le sujet de l'onboarding fournisseur, il se pose tout le temps. Et donc, ça rebat aussi l'écart de la relation. En fait, le client se trouve à devoir quand même un peu séduire le fournisseur pour l'embarquer dans un projet qui va lui apporter de la valeur. Donc, effectivement, le sujet d'ergonomie, de simplicité, c'est un no-brainer. Je veux dire, on est tous obligés de proposer des solutions super simples d'usage, avec une friction à l'utilisation qui est nulle, parce que sinon, on ne donne pas les moyens à nos clients d'embarquer leurs fournisseurs. La deuxième chose, c'est effectivement ce que tu disais, Cyril, c'est il faut que le client réalise que cette proposition de travailler sur une base commune, peu importe l'étape de la chaîne de valeur, ça a de la valeur pour le fournisseur.
Je veux dire, il est aussi, lui, en train de traiter son client. De toute manière, l'info qu'il lui demande, il va falloir qu'il la partage. Et donc, effectivement, le fait de se dire, je la partage plus simplement, je ne me prends pas 58 000 rappels, je ne me prends pas des formats pénibles de diffuser. Donc, c'est le sujet numéro un, c'est de se rappeler que oui, ça a beaucoup de valeur pour le client, mais ça a quasiment tout autant de valeur pour le fournisseur. Et donc, si à ça, on ajoute des plateformes à l'ergonomie et des plans d'onboarding qui sont adaptés, pensés, etc., et qu'en plus, c'est le cas des 3 solutions de la gratuité pour les fournisseurs, on peut y aller sereinement. Que vos fournisseurs soient vos VIP. On en rêve. Là, et aller voir leurs clients pour leur demander d'installer votre solution. Parce que c'est quelque chose qui Non, mais faire le levier là-dessus pour un client, ça fait sens. Déjà, je pense qu'on a un avantage, du coup, quand on adresse les fournisseurs, c'est qu'on ne produit pas un choc culturel parce qu'on est en retard. Dans le sens où les commerciaux, ça fait bien longtemps qu'ils sont équipés de CRM. On n'arrive pas avec un choc culturel en disant on va vous exposer à quelque chose que vous ne vous connaissez pas. C'est important parce que dans l'adoption, du coup, ça rend quand même les choses plus faciles. Je referme la parenthèse, pardon. Pour revenir à l'argument pour le fournisseur, nous, il y a un sujet qui ressort plutôt bien par rapport à d'autres, c'est les évaluations fournisseurs. Donc, on partage les évals en fait avec le fournisseur dans son espace. Évidemment que pour un fournisseur qui a une bonne éval, il a tout intérêt à s'en servir d'un argument commercial auprès de notre client pour dire regardez comment je suis évalué par tel autre client de votre branche, ou enfin que ça se rapproche mieux ça sera mieux, il faut apporter de la valeur. Il y a aussi, je pense, la considération de l'information fournie par le fournisseur. Typiquement, quand on gère tout en Excel, des backups de carnet de commandes, des fichiers énormes de données techniques sur les produits, des offres, des rapports d'analyse sur les non-conformités, enfin peu importe, j'essaie de prendre des exemples un peu partout. Je te pose la question, quand on l'a fourni, qu'on l'envoie par mail, est-ce que ça va être pleinement considéré? Quand on envoie une donnée structurée qui va rentrer directement dans le logiciel qui va être exploité, on rassure quand même le fournisseur sur le fait que l'entièreté de ce qu'il a donné va être considérée. Donc oui, c'était 2 exemples pour dire. Ouais. Nous, ça nous arrive clairement des fournisseurs qui nous disent alors moi je distribue chez A, B, C, D, E, F. Il y en a qui sont équipés de votre solution parce qu'en fait ils savent potentiellement que et nous c'est un grand j'allais dire fantasme, c'est grande vision de notre fondateur. J'allais dire, c'est le Graal. C'est le Graal. Le network, c'est d'avoir on appelle chez nous du PIM to PIM, c'est-à-dire d'avoir un fournisseur qui a la solution Akeneo, qui vient distribuer de l'information produit chez un distributeur ou un acteur de la chaîne intermédiaire qui a également en fait Akeneo, etc., etc., etc. Et donc, certains cas de figure sur certaines chaînes de valeur, aujourd'hui, c'est le cas. On travaille avec des grands groupements ou de coopératives où la grande majorité des acteurs en fait sont équipés d'Akeneo. Je poursuis juste sur cette idée-là. Quand je suis fournisseur et que j'ai N clients qui utilisent les plateformes, est-ce que vous êtes travaillé pour être hyper simple et déposer? Est-ce que je dépose est-ce que ça mutualise mon dépôt et ça diffuse sur toutes les solutions finalement, nous, c'est une plateforme unique où effectivement il n'y a qu'un seul login et il va pouvoir gérer l'activité avec tous ses clients. Et effectivement, nous l'info sur la commande, ça ne concerne qu'un client, ce qui est moins le cas sur une donnée produit où pour nous, c'est génial parce que pour certains, notamment dans des groupements, parce que finalement, ils se connaissent beaucoup, ils ont des conférences ensemble, il y en a un qui s'échange en fait parce que le format d'import de l'un devient le format d'export de l'autre. Donc, et comme en fait chez Akeneo, c'est la même chose, en fait, le format d'import et d'export, c'est le même module, c'est hyper facile. Or, nous, quand on a ça, et quand ils se l'échangent, c'est bon, la journée est faite, quoi. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est dans la recommandation, est-ce qu'un fournisseur est capable de recommander un client? En fait, il y a quand même cette relation fournisseur-client qui reste, et donc le fournisseur, malheureusement, n'a pas assez le réflexe de spontanément proposer à son client du changement. Et aussi le sujet, tout à l'heure, on en revient, de la réalité on dit toujours le fournisseur, mais dans les organisations fournisseurs, nous, en fait, les utilisateurs, parce qu'on a vraiment exploré ce sujet-là à un moment, parce que, encore une fois, si le développement pouvait se faire tout seul, ce serait parce qu'on a beaucoup plus en nombre d'utilisateurs fournisseurs que d'utilisateurs clients, bien évidemment. Et donc, la réalité, c'est pareil. Les opérationnels chez les fournisseurs, en fait, c'est souvent des utilisateurs opérationnels et pas
jamais ils se projettent au niveau d'un raisonnement commercial qui pourrait se dire, en fait, je peux être force de proposition auprès de mon client. Et donc, la magie n'opère pas assez. Mais je pense que nous on a des fournisseurs, usines, fabricants, c'est très, très différent quand on parle de Samsung qui travaille avec boulanger, quoi. Un des arguments, c'est de ne pas faire ce qui avait été fait il y a quelques années, qui se fait certainement encore, avec les premiers gros donneurs d'ordre qui avaient proposé des portails fournisseurs, où déjà il y avait un ticket à payer pour entrer dans le portail. Là, ça ne marche plus, c'est le modèle-là. Donc, je pense que ça existe encore. On ne les nommera pas, mais. Ça existe encore, il y a certaines mafias qui ont. Ouais, mais ça existe encore malheureusement, et beaucoup de clients essayent de s'en sortir parce que avec le temps, en fait, ils sont devenus presque prisonniers en fait de ces data pools, hein, c'est le terme consacré, où en fait ils sont obligés de se sourcer en fait auprès de ces acteurs-là, qui eux-mêmes en fait vendent l'accès à leur plateforme auprès de fournisseurs. Enfin, c'est assez terrifiant quand on commence à explorer ce modèle économique. Voilà. On a même des enjeux. Si on peut aider. En termes d'expérience utilisateur pour sortir des procédures de login mot de passe. On veut plus, on est tous fatigués, hein, même si on a des SSO web, de saisir des logins mot de passe, on ne le veut plus. Et donc, on a tout intérêt que les fournisseurs embarquent dans nos solutions le plus rapidement possible, donc à leur rendre la vie la plus simple possible. C'est ce que tu évoquais tout à l'heure sur le UI UX optimisé. Et ça va jusqu'à des formulaires web qui fonctionnent avec des URL publics, qui vont permettre, en un clic sur un lien, d'avoir accès à un formulaire pour faire la saisie ou le dépôt de documents qui est requis, en épargnant complètement les procédures de login mot de passe. Il faut que ça soit fluide, rapide, pour que l'adoption soit la plus évidente. Du coup, sur vos outils qui sont une des réticences qu'on peut avoir, notamment dans la partie onboarding des fournisseurs, c'est potentiellement sur le partage de la donnée et toutes les questions autour de la sécurité et la confidentialité de la donnée. Est-ce que c'est un frein que vous voyez aujourd'hui dans vos projets? Et si oui, comment vous l'adressez? Nous, côté Windle, il n'y a pas de sujet de confidentialité. Je veux dire, il y a un sujet fort sur le fournisseur ne doit avoir accès qu'à ses commandes. C'est une évidence. La question est vite traitée. Le sujet d'après, c'est plutôt, encore une fois, comme on cherche à automatiser un maximum le process et donc qu'il n'y ait pas de possibilité de faire des détours à droite ou à gauche qui demanderaient d'intervenir et de dire non mais c'est pas l'info dont j'avais besoin ni le document et tout. Le sujet est plutôt comment est-ce que j'arrive à cadrer sur une base standard très facilement ce que j'attends exactement de mon fournisseur, de mes équipes, et donc nous, on a développé tout un système assez puissant de définition, d'autorisation au niveau des workflows, du qui fait quoi, mais sur un attribut donné, est-ce que j'ai le droit de le modifier, est-ce que j'ai le droit de le voir, est-ce que j'ai le droit de faire une demande de modification. Enfin, on va assez loin pour permettre, encore une fois, de coller exactement à la réalité terrain et à la flexibilité dont on a besoin dans la relation avec le fournisseur. Donc, nous, c'est plus ça les sujets qu'on a. Et après, avec la limite que il faut aussi, on parle de collaboration, et donc il y a quelques années, on avait eu comme on peut faire très flexible, notamment il y avait des clients qui s'étaient amusés à avoir beaucoup d'attributs qui seuls étaient visibles en interne. Et en fait, ça, par exemple, à l'usage, on s'est rendu compte que c'était vraiment idiot et très contre-productif parce qu'en fait, les fournisseurs se retrouvent à appeler en disant mais je comprends pas, j'ai pas ça. Bah si, moi je le vois sur mon écran. Bah non, moi je l'ai pas sur le mien. Ah bah oui, mais en fait, on a oublié qu'on avait paramétré le truc différemment. Donc ça, typiquement, nous, c'est notre reco aussi de leur dire de placer le curseur au bon endroit sur penser. Donc, faut collaborer, avoir le même niveau de visibilité, mais tout en ayant des droits qui ne sont pas les mêmes pour être le plus efficace possible. Et donc, voilà. Enfin, nous, la question se pose comme ça. De la même façon, on traite le sujet de la sécurité sur voilà, chaque fournisseur ils vont pas se marcher les uns sur les autres. On assure évidemment que voilà, les SKU qui sont bordés par A, ils ne viennent pas écraser ceux de B. Ça, c'est une évidence. Je rejoins Emilia sur le côté, il faut que chacun voit suffisamment d'informations partagées. Une fois de plus, on est dans le partage, donc il ne faut pas que
comme tu dis, ah ben si, moi je le vois, ben oui, mais c'est où? Ça, c'est une évidence. On travaille aussi dans la structuration de qui a le droit de faire quoi, sur quel attribut, quel champ, etc. Mais même si la plateforme peut aller très très loin, une de nos recommandations, c'est de ne pas en fait complexifier en fait juste pour le plaisir les choses. On parle d'information produit. À la fin de l'affaire, toutes ces informations-là ont vocation à être customer facing. Donc, il n'y a pas grand-chose de confidentiel en vrai dans cette histoire. Donc, on est assez détendu sur le sujet en fait. On a d'autres data, mais c'est pas pour autant plus compliqué à adresser. Si c'est selon de la sécurité, c'est le client qui se dédouane de ça au moment où il souscrit à notre offre de se poser toutes les questions sur la partie cyber, souveraineté, ainsi de suite. Ça ne transfère pas côté fournisseur à l'utilisation de la solution. L'exposition de la data, pourtant on a affaire à une data assez stratégique pour l'entreprise par rapport aux structures de coûts que je vous ai évoquées tout à l'heure, même si néanmoins après elle est éclatée par fournisseur, donc on est loin de reconstituer un coût de revient très facilement. Et on est dans une logique d'ouvrir la donnée, en fait, à la base. Donc, on ne se retrouve pas dans une situation où on a un fournisseur qui se plaint d'avoir accès à trop de données. C'est même plutôt le problème inverse. C'est plutôt engageant, du coup, pour les fournisseurs d'y aller, quoi. Il y a temps pour encore une Bien sûr. question. Du coup, on va faire une question un peu plus ouverture. Si on se projette un peu avec tout ce qui arrive, l'IA, l'automatisation, toutes les innovations qu'on n'a même pas encore dans le viseur, qu'est-ce qui pour vous va vraiment changer dans les prochaines années ou prochains mois d'ailleurs, parce qu'à la vitesse à laquelle ça va, ça peut aller assez vite. Ouais, ça va super super vite. Évidemment que la mutation là dans laquelle on est en train de se prendre en pleine face du commerce, elle change considérablement en fait le quotidien de nos clients distributeurs, mais aussi le quotidien de nos clients fournisseurs, ça c'est une évidence. L'IA s'est invitée dans à peu près tout le quotidien et évidemment est présent dans nos plateformes. Alors, nous, on l'a intégré évidemment dans un but de, toujours pareil, d'accélérer l'efficience opérationnelle, simplifier un maximum de choses, augmenter également la qualité en fait attendue, la qualité perçue. L'IA en fait est un super aide de camp pour augmenter de plusieurs crans la qualité de l'information d'une manière générale. Mais clairement, là où on veut accompagner nos clients sur cette mutation en fait, du commerce, l'été dernier, on a participé à une étude d'un grand groupement bancaire aux États-Unis qui, dans son analyse, en fait, prévoyait que d'ici 2030 c'est demain, 30 billions de dollars allaient s'échanger par du commerce agentique, donc sans intervention humaine. Et quand on essaye de mettre ça en fait dans des cas d'usage du quotidien, j'aime beaucoup celui en fait des courses de la semaine. Voilà, je sais pas vous, mais moi ça me gonfle. Je rêve en fait d'un jour où je pourrais dire à mon agent de course, voilà 100 balles, fais les courses. Tu sais ce que je mange, tu fais les courses. Et là, en fait, ça c'est ma vision de client, mais quand je me mets vis-à-vis de mes clients à moi, à savoir les distributeurs, évidemment les fournisseurs, j'achète du bacon toutes les semaines. Ouais, mais lequel mon agent va choisir? Il va choisir sur quelle base? Et là, celui qui a une fiche produit à Kennedy. Alors oui, c'est idéalement. Mais clairement, voilà, c'est sur quelle base en fait, sur ce que le supplément d'âme en fait que le distributeur aura mis, la qualité de l'information que le fournisseur aura fourni au début, la qualité nutritionnelle, etc., etc. Quand on parle du bacon, bien sûr, et puis quand on parle d'autres produits, c'est encore d'autres attributs. Et voilà, et on est super content de pouvoir participer à ça, mais clairement, voilà, la mutation qui va arriver là, elle est en train de prendre beaucoup d'ampleur. Je n'ai pas de bout de cristal, je ne sais pas comment ça va tourner, mais clairement, si on ne se saisit pas de ça, en tout cas si nos clients ne se saisissent pas de ça très vite, ils vont
pour certains, disparaître encore plus vite que ceux qui ont disparu avant eux. C'est enthousiasmant et perturbant en même temps, l'IA, en fait. C'est ça qui est un peu particulier. C'est enthousiasmant parce que on voit bien que chaque jour, la promesse est de plus en plus forte. Donc, du coup, on arrive à se projeter dans nos métiers sur qu'est-ce que je pourrais en faire. Si on regarde les choses à court terme, on voit bien que ça va quand même dans le sens de compléter ce qu'on faisait déjà dans nos solutions par volonté d'automatiser les choses et qu'on ne fait pas toujours parfaitement bien. Hein, j'ai aucun souci à dire ça. Soit parce qu'on ne le fait pas bien, ou soit parce que les outils qu'on est obligé d'utiliser ne font pas tout bien. Je prends l'exemple de l'OCR, par exemple. L'OCR, ça n'a pas un résultat à 100%. Donc, du coup, tant mieux. S'il y a l'IA qui permet de venir compléter ça pour avoir un taux qui frise les 100%, c'est tant mieux. Donc, on voit aujourd'hui que ça s'imbrique. J'écarte déjà tous ceux qui font de l'IA washing, hein, qui parlent d'IA alors que ce n'est pas de l'IA, c'est juste de l'automation, parce que ça perturbe quand même le marché, ce genre de comportement. Mais on voit quand même qu'à court terme, ça va plutôt dans le sens de compléter de l'automation. Pour autant, le métier en attend plus. Je prends un exemple dans les achats, mais il doit y avoir l'équivalent dans vos métiers aussi. Je disais tout à l'heure que le rêve des achats, c'est d'arriver à la partie stratégie analytique. Donc lui, ce qu'il veut, c'est qu'une IA lui ponde une stratégie, une analyse de risque sur un marché, une analyse de risque sur un fournisseur. Mais néanmoins, retour à la case départ, c'est que pour que ça lui produise ça, il lui faut un input. Donc on va retourner au problème du shit in, shit out. Il faut de la data, et c'est là où je pense qu'on a de la valeur à apporter. C'est-à-dire que sur le développement du logiciel, on va être secoué, hein, je pense, par l'IA. Par contre, sur la data, on a quelque chose de solide, qui est de plus en plus solide avec le temps. Et donc, pour en arriver là, effectivement, du coup, je vois les choses, moi, plus tard sur ce sujet-là. Mais déjà, si on a la promesse de l'efficience, effectivement, qui vient faire gagner du temps aux utilisateurs pour arriver gentiment après sur ces sujets de fond, je pense qu'on aura fait une belle transition. Mais c'est pas aussi, ce que je voulais dire, c'est que c'est pas aussi évident que que la démarche dans laquelle c'est vendu actuellement. Je ne sais pas si je suis clair là, pardon. Non, mais je rejoins complètement sur le fait que ça a permis clairement tous les éditeurs de s'autoriser à penser le sujet de l'efficacité. Enfin, il y a 3 ans, c'est un Excel et que on en rêvait tous, hein, mais bon, c'était clairement pas accessible. Aujourd'hui, ça l'est. Donc, à ce titre, c'est effectivement complètement grisant d'offrir des usages qui, on le voit bien, on a passé 10 ans à se galérer à faire gagner de la productivité qui était déjà très bien, mais là, on arrive à des niveaux sans précédent. Donc, ça, c'est très réjouissant. Et nous, par exemple, donc, il y a effectivement de l'OCR couplé à l'IA où il y a des résultats qu'on n'avait pas du tout avant. Sur l'onboarding, nous, on a développé un agent IA qui, en fait, pour des fournisseurs qui ont des très petits volumes d'interaction, les onboarder sur la plateforme, les former, c'est pas forcément pertinent parce que quand on passe 2 commandes par an, on a formé quelqu'un qui, quand on passe la commande, il est plus là. Donc, sur certains cas de figure, en fait, laisser le fournisseur par email, c'est ce qu'il y a de mieux. Mais en revanche, le client, il n'a pas envie de faire l'envoi des mails, de traiter les documents et tout. Par exemple, là-dessus, ça ouvre vraiment des possibilités, donc ça ajoute des nouveaux usages qu'on n'avait pas et qui viennent enrichir l'expérience. Et là où je rejoins complètement Stéphane, c'est qu'il ne faut pas non plus se méprendre sur là où on en est aujourd'hui. Le vrai sujet reste la data. Tant qu'il n'y a pas de data structurée disponible, IA ou pas IA, on ne peut pas faire grand-chose. Et même quand il y a de la data structurée, pour partager, nous, on a lancé un chantier pendant plus de 6 mois, qui est un truc qui nous anime depuis le début de Windle, de se dire à partir du moment où une commande est passée, est-ce qu'on est capable de donner un niveau de confiance sur la date de livraison attendue. On veut dire, bon, là, vous êtes un taux de fiabilité. Et donc là, avec ce que l'IA permet, on s'est dit, bon, allez, c'est notre moment. On va y arriver. Et en fait, on a fait tourner les modèles pendant 6 mois avec toute notre historique de data. Et la réalité, c'est qu'il n'y a absolument aucune conclusion de l'IA qui soit intéressante, si ce n'est qu'au moment où le fournisseur remet
la marchandise et que le transport est réservé, on commence à avoir une fébrilité, sans déconner. Donc on a très honnêtement passé 9 mois à faire de la R&D qui s'est conclu par un échec. Voilà, ça arrive, c'est le principe même de la R&D. Et surtout, je trouve que c'est aussi rassurant et important de le dire, on ne peut pas aujourd'hui tout faire avec l'IA. Et après, peut-être que dans 6 mois, les conclusions seront déjà obsolètes parce qu'en fait, ça avance tellement vite que Après, c'est aujourd'hui qui court après quoi, en fait. Parce que ça arrive super vite. Et des fois, il y a de quoi se retourner le cerveau. Parce que tout à l'heure, je vous expliquais qu'on est de plus en plus challengé sur. On fait du code en France, du support en France. On a des infras souveraines. Et hop, l'IA arrive. Et ça y est, on ne se pose plus la question de par où ça va transiter, tout ça. Du coup, moi, je suis aussi vigilant sur cet aspect-là. C'est comment vont s'approprier comment l'IA va être appropriée par les entreprises. Elles vont nous revenir avec quelles contraintes, nous, éditeurs, sur comment on intègre de l'IA dans nos solutions. Il y a de fortes chances qu'il faille être les plus ouverts possible. Sur les infras, par exemple, on est souvent multi-infra européen, mais on pourrait ne pas s'imposer ça. Parce qu'on marche sur la tête aussi à vouloir être hyper souverain dans un marché qui est ouvert, c'est pas complètement logique non plus. Donc je pense qu'on va s'orienter à devoir être capable de travailler avec des moteurs d'IA différents, mais dans des configurations qui viennent du client en termes de contraintes. Là, on est quand même tout azimut sur l'IA et on a chanté quelques principes sur la partie sécurité, ainsi de suite. Ouais. Nous, nos clients, ils nous demandent en fait s'ils peuvent mettre leur moteur d'IA, enfin celui qu'ils ont choisi, pour tout un tas de questions de souveraineté, etc. Même si je suis d'accord avec toi que la souveraineté, c'est parfois un bien grand mot, parce que ça reste quand même majoritairement piloté par les acteurs américains, même si l'infrastructure est basée en Europe. Et donc, on leur offre depuis maintenant quelques semaines la possibilité en fait de dire, bah, ok, je débranche l'IA qui est intégrée nativement dans un Keneo pour mettre la mienne. Et par contre, la fonctionnalité en fait qui se cache derrière, c'est rigoureusement la même. C'est de la génération de description de produits, c'est du contrôle de cohérence sur les attributs produits, c'est une limite que l'imagination de nos clients, puisqu'on a ouvert largement en fait les capacités de la plateforme et le client peut même prompter lui-même. Donc ça va déjà très très loin, honnêtement. Nous, au départ, on l'a imaginé pour faire de la trad. Au tout départ, le sujet, c'était ça, assez évident, bien sûr, avec des très bons résultats, qui plus est. Et en fait, l'ensemble des cas d'usage en fait, que nous, on a réintégrés dans la solution, sont venus massivement en fait, de nos clients, en disant, mais et si je pouvais faire ça, et si je pouvais faire ça, et si je pouvais faire ça. Ce qui fait qu'à un moment donné, on a dit, bah écoutez, vous pouvez en fait prompter sur à peu près n'importe quoi. Si la réponse de l'intelligence artificielle, en fait, vous pouvez le mettre dans un champ, bah, allez-y. Et là, on voit des usages en fait qui se démultiplient. Certains sont, voilà, ça limite de l'apprenti sorcier, mais honnêtement, ça marche super bien sur notamment du contrôle écran. C'est pour ça l'augmentation de la qualité, c'est un gros aspect d'amélioration visible par les clients, en plus mesurable, ce qui participe aussi au retour sur investissement tant recherché par l'ensemble de nos clients sur nos solutions. On ne peut pas reproduire le problème contre lequel on est en train de lutter. Là, par exemple, on lutte contre le shadow IT finalement avec nos solutions. On ne peut pas laisser du shadow IA se déployer massivement pour se dire mince, on s'est foiré de 20 ans et il faut qu'on récupère tout ça. Ça, c'est sûr qu'il va falloir se mettre dans une temporalité qui n'est pas la même que celle dans laquelle on a été côté fournisseur, par exemple. Ouais. Il y a encore des questions ou... Je pense que... Finir les questions autour d'un... Ouais, exactement. C'est l'heure de l'apéro. Effectivement, on peut continuer les discussions. Merci. Merci.